Suis-je en tort d'avoir quitté la fête d'un ami qui voulait que ses invités payent leur boisson? Le week-end dernier, ma femme et moi avons assisté à la soirée d'un de mes amis à laquelle j'étais invité. Pour situer le contexte, mon ami, sa compagne et leurs 2 amis, un couple dans la quarantaine comme nous, organisaient cette soirée pour eux 4. Il y a quelques semaines, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis rendu compte qu'il y avait écrit quelque chose du genre « Veuillez vous préparer à acheter vos propres boissons ». Je n'y ai pas prêté attention à ce moment. Je pensais qu'ils engageaient un serveur de bar ou quelque chose du genre. Le jour de la fête arrive. J'arrive avec ma femme et je vois mon ami et sa compagne debout derrière le comptoir de leur cuisine qu'ils utilisent comme bar, préparant et faisant payer les boissons aux invités. J'étais perplexe pour plusieurs raisons. 1. Le fait que cette fête ait eu lieu chez mon ami. Ce n'est pas comme si c'était dans un espace loué pour l'événement. 2. Il n'y avait pas de serveur au bar qu'ils avaient embauché ou quoi que ce soit du genre. Il y avait littéralement 2 personnes qui se tenaient dans la cuisine et qui préparaient des boissons pour les gens et les faisaient payer en conséquence. Les boissons étaient toutes inférieures à 10 €. Je ne sais pas si c'est courant, mais en 42 ans de vie, je n'ai jamais assisté à une fête chez des amis où les autres font payer les boissons. Au fil des ans, j'ai organisé de nombreuses fêtes auxquelles j'ai invité mon ami et sa compagne et auxquelles ils ont participé et je n'ai jamais fait payer de boissons à qui que ce soit. J'ai toujours acheté toutes les boissons moi-même et j'ai organisé un open bar où mes invités peuvent préparer leurs propres boissons. J'ai même eu un vrai bartender une fois et personne n'a jamais été facturé. C'était open bar. J'ai honnêtement eu l'impression que mon ami, sa compagne et leurs amis essayaient juste de se faire un peu d'argent sur le dos des invités présents. Il était évident que c'était pour couvrir le coût des boissons. Je comprends que l'alcool n'est pas bon marché de nos jours, mais ils allaient diviser leurs achats entre 4 personnes. À mon avis, si vous ne pouvez pas vous permettre d'offrir des boissons à votre fête, pourquoi organisez-vous une fête? C'était pas non plus pour une œuvre de charité ou quoi que ce soit d'autre. L'argent gagné avec les boissons allait leur revenir. Ma femme et moi avons acheté un verre chacun. Nous sommes restés environ 1 heure, puis nous avons fait nos adieux. Au moment de partir, mon ami m'a demandé pourquoi nous avons si peu bu. Je lui ai répondu que je trouvais ridicule qu'ils fassent payer les boissons à leurs amis proches. Il m'a traité de radin. Je lui ai assuré que ce n'était pas le cas et si l'argent des boissons était utilisé pour une bonne cause, si les bénéfices étaient reversés à une association caritative par exemple, j'aurais acheté plus de boissons. Je lui ai dit que je trouvais ridicule le fait qu'ils fassent payer les boissons et qu'ils gardent l'argent pour eux et qu'ils profitent de leurs amis. Quoi qu'il en soit, mon ami et sa compagne sont maintenant blessés et me traitent de radin auprès de nos amis communs. Suis-je en tort dans cette situation? Beaucoup de théâtre. J'ai eu une enfance assez terrible. Ne vous méprenez pas. J'ai entendu des histoires bien pires que la mienne. Mais c'était tout de même loin d'être sain ou normal. Lorsque j'étais jeune, mes parents étaient millionnaires. Les parents de mon père possédant plusieurs des plus grandes entreprises de la région. Ils ont divorcé avant mon adolescence. Et à partir de ce moment, leur vie à tous les deux a dégringolé. À l'âge de 16 ans, je vivais seul. La drogue, l'alcool et la dépendance les avaient tués tous les deux depuis longtemps. Je ne les ai jamais vus travailler. Ils sont tous deux morts avant l'âge de 50 ans. Ils étaient SDF. Je me suis engagé dans l'armée et j'ai quitté la ville sans jamais regarder en arrière. Plus les années passait, plus je m'éloignais physiquement et mentalement de mes parents. À l'âge de 20 ans, j'ai appris que ma mère avait été arrêtée pour avoir volé une grosse somme d'argent à ma grand-mère, qui vivait seule, mais qui commençait à souffrir d'Alzheimer. L'État a fini par porter plainte contre ma mère parce que ma grand-mère ne voulait pas le faire. Le détective m'a dit qu'il devait le faire parce que ma mère et son petit ami fournissaient la pègre souterraine. J'étais perdu et choqué. Je savais que ma mère avait des problèmes, mais jusqu'à ce moment, je l'avais toujours considérée comme une sorte de hippie de la forêt. C'est ce moment qui a été le catalyseur de ma vengeance. Vous voyez, ma grand-mère était assez riche. Terrifiée à l'idée d'être enfermée dans une maison de retraite, elle essayait de résoudre les problèmes d'argent de ma mère et de son petit ami. Le problème, c'est que ce n'était jamais assez. Même après que ma grand-mère ait acheté une maison à ma mère au bout de sa rue, elle a continué à aller la voler. Elle a également fait consommer de la drogue à ma sœur et l'a entraînée dans l'illégalité. En fin de compte, ma mère et ma sœur ont été condamnées pour la première fois pour un délit. Un vol et une fraude que ma mère a tenté de mettre sur le dos de sa propre fille, parce qu'elle était qu'une mineure. Quelques années plus tard, alors que je venais de me marier, d'avoir mon premier enfant et de rentrer dans mon premier déploiement en Irak, nous avons déménagé à l'autre bout du pays et j'ai commencé un nouveau travail dans une nouvelle unité. En rentrant du travail, je tombe sur un message vocal étrange de mon oncle, qui est le type le plus sympathique que j'ai jamais rencontré. Et il dit littéralement: ma mère est dans l'unité psychiatrique du grand hôpital de sa ville. Elle a tout laissé à ton nom. Je suis en route. C'est là que j'ai appris que le document juridique que ma grand-mère m'avait fait signer à l'âge de 16 ans faisait de moi l'exécuteur testamentaire de sa succession et que j'avais droit de procuration. J'ai pris un congé pour traverser le pays et m'occuper de cette histoire de fou. Elle vivait seule dans une immense maison. Ma mère avait détruit la maison que ma grand-mère lui avait achetée. Puis elle s'est installée dans la maison de ma grand-mère pour s'occuper d'elle. Il y avait tellement de puces à l'intérieur que les ouvriers que j'avais engagés pour faire des réparations ne voulaient pas y rentrer. Il y avait de seringues partout et pour une raison ou une autre, à peu près tout faisait office de cendrier. C'était une situation que je n'aurais jamais cru vivre. Je refusais toujours d'interagir avec ma mère à ce stade de ma vie. Mais maintenant que j'avais les clés du royaume, c'est-à-dire l'accès au compte de ma grand-mère, elle essayait de revenir dans ma vie avec une vigueur renouvelée. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Entre-temps, ma grand-mère avait été jugée inapte à vivre seule. J'avais 23 ans et je venais d'avoir un bébé et de me marier. Et j'ai alors pris la mauvaise décision de placer ma grand-mère dans une maison de retraite. J'ai réparé la maison, je l'ai louée pour créer un revenu passif afin que ma grand-mère n'épuise pas ses économies et je suis rentré chez moi. Bien sûr, ma grand-mère est assez brutale. Elle s'est fait virer de sa maison de retraite après avoir cassé une tasse à café sur la tête d'une autre dame qui fouinait dans sa chambre. Elle portait apparemment les chaussures
chaussures de ma grand-mère lorsqu'elle s'est fait prendre la main dans le sac. Cette même femme m'avait fait des avances devant ma femme lorsque nous avions visité l'établissement. Elle n'était pas du même acabit que ma grand-mère. Après l'incident, la seule option qui s'offrait à elle était l'hôpital psychiatrique. Ma grand-mère sénile a donc emménagé dans ma famille et a vécu avec nous pendant plus de 5 ans, jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous occuper d'elle. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma revanche. Lorsque l'État a engagé des poursuites contre ma mère, une partie de sa peine comprenait un droit de gage placé sur sa propriété au nom de ma grand-mère pour un peu moins de 100 000 $. Quelques années plus tard, ma mère n'avait pas payé ses impôts fonciers depuis si longtemps qu'elle était sur le point de perdre sa maison. Elle m'a appelé pour m'expliquer que le gage ne serait pas payé si la maison était vendue aux enchères. Je savais que c'était faux, mais j'y ai vu une opportunité. J'ai fini par trouver un accord avec elle. Elle me remettrait l'acte de propriété, je vendrais la maison et je paierais pour qu'elle déménage ailleurs. J'ai pris l'avion pour la ville, je l'ai rencontrée et j'ai signé l'acte de propriété. Elle attendait de moi que j'utilise mon nom et mon argent pour lui offrir un appartement de luxe. Elle voulait aussi que je lui achète un nouveau camion et que je paye son déménagement. Je lui ai loué un camion et je lui ai trouvé une unité de stockage que j'ai payée pour 6 mois. Ensuite, je l'ai hébergé pendant un certain temps. J'ai remis la propriété en état et je l'ai vendue au même groupe immobilier qui avait acheté la maison de ma grand-mère peu de temps auparavant. J'ai utilisé l'argent pour acheter des rentes qui permettront à ma grand-mère de vivre dans une maison normale avec une infirmière à domicile, ce qui est extraordinaire pour elle. Elle n'aura peut-être pas assez d'argent à cause de ce que ma mère a fait. Et honnêtement, je sais pas ce qui se passera si c'est le cas. Elle a encore quelques années devant elle avant que je m'inquiète. Ma mère s'est retrouvée à la rue en l'espace de 6 mois. La dernière fois que je l'ai vue, elle ressemblait à une folle qui vit sous un pont. Elle avait d'ailleurs déjà vécu sous un pont. Elle était couverte de plaies, chauve et méconnaissable. Elle avait reçu une aide de la sécurité sociale pour invalidité, ce qui aurait été une somme importante pour elle. Elle est morte à l'hôpital moins de 3 jours après. Elle avait fait la fête jusqu'à la mort. Son petit ami l'a déposée sur le trottoir et ne l'a jamais revue. J'ai dit au type que je lui donnerais de l'argent s'il me donnait la clé du box de stockage. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à le garder malgré les années et la pauvreté. J'ai partagé le butin avec mes frères et sœurs. J'ai donné 100 $ à son ex-petit ami et j'ai définitivement clos ce chapitre de ma vie. Suis-je en tort d'avoir refusé de donner à mon invité le même petit déjeuner que moi ? J'ai 19 ans et mon petit ami a 22 ans. Nous vivons ensemble. Nous n'avons pas beaucoup d'argent et nous essayons d'être aussi économes que possible. Mais nous avons chacun des choses bien spécifiques dans lesquelles nous décidons de dépenser un peu plus d'argent. Moi, c'est le petit déjeuner. J'aime prendre un bon petit déjeuner nutritif et cela influence vraiment mon humeur. Alors je dépense un peu d'argent pour m'acheter un yaourt riche en protéines, du granola, des fruits, des noix et du jus d'orange pour mon petit déjeuner que je prends tous les jours. Mon petit ami ne s'intéresse pas autant que moi au petit déjeuner et n'aime même pas trop le yaourt et le jus d'orange. Alors je lui prépare généralement quelque chose avec ce que j'ai trouvé de moins cher au supermarché et il n'a jamais eu de problème avec ça. J'ai une amie de 18 ans qui étudie dans une ville située à 1 heure de route de chez moi et qui est récemment venue nous rendre visite pour le week-end. Elle était notre invitée car nous l'avions invitée. Tout allait bien jusqu'au samedi matin. Elle s'est réveillée un peu plus tard que moi et m'a dit que ce que je mangeais avait l'air délicieux. Je l'ai remercié. Lorsque mon petit ami s'est réveillé, je leur ai dit que je pouvais leur préparer des crêpes avec de la confiture de lait, du chocolat chaud, du café ou du thé, une omelette, des flocons d'avoine ou du pain fait maison avec du beurre. J'ai trouvé que c'était un très grand nombre d'options, plus que d'habitude. J'avais également la matinée de libre et ça ne me dérangeait pas de passer du temps à cuisiner. J'étais donc prête à préparer des petits déjeuners assez élaborés. Elle m'a demandé si elle pouvait prendre ce que je mangeais. J'ai été prise au dépourvu, puis j'ai essayé d'expliquer d'une manière la plus gentille possible que mon petit déjeuner est quelque chose pour lequel je dépense un peu plus parce que je l'apprécie vraiment et que je ne peux vraiment pas me permettre de nourrir tout le monde de la même manière. Elle a froncé les sourcils et a dit quelque chose à mi-voix dont je ne me souviens plus. Elle a finalement accepté de prendre la même chose que mon petit ami. L'ambiance a été gênante pendant quelques heures, mais nous avons fini par oublier tout cela et nous avons profité du reste du week-end. Elle est partie hier et aujourd'hui, elle m'a envoyé un paragraphe disant que le fait que je ne veuille pas partager quelque chose comme le petit déjeuner est un signe de cupidité et qu'elle se demande si elle veut être amie avec quelqu'un comme ça. J'ai voulu m'excuser, mais mon petit ami m'a dit de ne pas le faire parce qu'elle se comportait comme une gamine pourri gâtée. Suis-je en tort ? Une mère pense que je devrais laisser son enfant me frapper. Je suis institutrice, et des histoires amusantes à raconter, j'en ai. Aujourd'hui, une maman s'est plainte de moi. Ses enfants sont des jumeaux de 3 ans, et ils sont une plaie. J'aime tous les enfants, mais ces deux-là, c'est autre chose. Tout d'abord, leurs noms sont incroyablement similaires. Imaginez des parents appeler leurs jumeaux Julie et Lucie, ou Mackenzie et McKinley. Ces filles ne connaissent donc pas leur propre prénom. Elles pensent toutes les deux qu'elles s'appellent Mackenzie. Elles sont arrivées dans ma classe sans avoir appris à utiliser le pot. Elles connaissent à peine les lettres et les couleurs, et elles ont peu de vocabulaire. Bien qu'elles aient un frère plus âgé, ainsi que leurs 2 parents et une nounou qui s'occupe d'elles. Elles se frappent et se poussent, se tirent les cheveux et essaient de se mettre les doigts dans les yeux. Elles ont littéralement marché sur les autres enfants pour obtenir ce qu'elles veulent. L'une d'entre elles, McKinley, peut être gentille quand elle veut, et j'ai déjà réussi à faire des progrès avec elle. Maintenant, elle utilise le pot toute seule. Elle connaît quelques couleurs et commence à répondre au bon prénom. Et puis, il y a Mackenzie. Cet enfant s'accroche littéralement à ses privilèges et semble offensé si je lui dis de faire des choses de base, comme ranger ses jouets, aller sur le pot ou se mettre en rang pour la récréation. Elle se met en colère si on lui demande de dire « s'il te plaît » et elle crie « poulet !» Si elle n'aime pas son repas, elle dit non, tout en ignorant tout ce qu'on lui demande de faire. J'aimerais parler de ses problèmes de comportement à sa mère, mais je devrais leur faire passer sous le tapis quelques éléments. Je suis certaine que la maman insisterait sur le fait que leur comportement est dû au fait qu'elle parle 2 langues. Désolé, mais Mackenzie c'est exactement ce que signifie
signifie aller sur le pot. Hier soir, Mackenzie a fait une crise plus importante que d'habitude. Je lui ai dit qu'elle pouvait se lever et marcher jusqu'au pot ou que je pouvais la porter, mais qu'elle ne pouvait pas rester couchée et donner des coups de pied dans tous les sens. Elle ne s'est pas levée. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai emmenée dans la salle de bain. Je lui ai donné 1 minute pour rester immobile et se calmer. Puis je lui ai redemandé d'aller sur le pot. Elle m'a immédiatement donné une grande claque dans le bras. C'était la première fois qu'elle frappait quelqu'un d'autre que sa jumelle. Je l'ai obligée à aller sur le pot et je l'ai faite s'asseoir dans la bibliothèque, loin des autres enfants, parce qu'elle était encore en train de piquer une crise et que je ne voulais pas qu'elle frappe un autre enfant. Je prends la violence très au sérieux et je lui ai dit qu'elle devait s'asseoir jusqu'à ce qu'elle redevienne gentille ou jusqu'à ce que sa maman arrive pour que je puisse lui parler. Mackenzie a continué à crier et à piétiner. Alors je l'ai laissée seule pour qu'elle se calme, car le fait que je reste près d'elle ne faisait que l'énerver davantage. C'est alors que la mère est arrivée pour récupérer ses filles. Elle était pressée de récupérer ses filles qui criaient et j'ai juste eu le temps de lui dire que Mackenzie avait été mise à l'écart du groupe parce qu'elle avait été violente. La maman m'a demandé pourquoi et j'ai expliqué que c'était parce qu'elle refusait encore d'aller sur le pot. Elle a dit « Mackenzie, non, tu dois être gentille », puis les a fait sortir précipitamment. Ce matin, lorsque je suis arrivé, la maman était dans le bureau de mon patron, en train de piquer une crise et d'exiger que les jumeaux soient retirés de ma classe. Je n'étais pas là pour la conversation, mais mon patron m'a convoqué plus tard pour en parler. Apparemment, elle a raconté que j'avais mis Mackenzie au coin parce qu'elle n'est pas allée sur le pot, ce qui n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai été au bord de la panique toute la journée parce que je ne savais pas ce qui se passait ou ce que j'avais fait de mal. Après avoir expliqué à mon patron ce qui s'était passé, il m'a simplement dit de veiller à ce que je sois consciente de la façon dont les parents perçoivent les choses lorsqu'ils viennent chercher leurs enfants. Les jumeaux ont été transférés dans l'autre classe de maternelle et à la fin de la journée, j'ai entendu l'enseignante se plaindre auprès du directeur parce que la maman l'avait engueulée pour quelque chose. Cette femme ne supporte pas que ses enfants fassent l'objet d'une quelconque discipline. Mais malheureusement, les écoles ont des horaires à respecter et nous ne pouvons pas passer 45 minutes à attendre que votre enfant décide d'aller sur le pot tout seul. Lorsqu'elle les inscrit à l'école pour la première fois, elle a demandé à ma co-enseignante si nous pouvions les nourrir à la cuillère. Ils sont à l'école maternelle. Leurs camarades de classe font des phrases complètes, dessinent des images avec des détails, ils savent compter des phrases jusqu'à 30, lire tout l'alphabet, et certains peuvent déjà écrire leur nom. J'espère vraiment qu'elle les retirera de l'école, parce que si elle essaye de les mettre dans ma classe à nouveau, je ne les prendrai pas. Je ne vais pas mettre toute ma classe à la traîne parce que j'ai 2 enfants dans ma classe que je ne suis pas autorisé à éduquer. Abonnez-vous pour retrouver d'autres histoires comme celle-là tous les jours, et n'oubliez pas d'activer la cloche.